Le 22 février a été une riposte à un autre putsch. Mais comme ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est les Diawara qu'on a présentés comme putschistes. Alors que c'était les autres, les officiers, les Sassou, les Yombi, voyant les incapacités de Ngouabi, ils ont voulu écarter tout le monde autour de Ngouabi et ils ont constitué donc ce qu'on appelle l'obimitrie, qui aujourd'hui, dans notre pays, a été le stade suprême, puisque l'obimitrie s'est clanisé, s'est familiarisé autour d'une seule personne. Obimitri, vous avez dit. Obimitrie, oui, oligarchie bureaucratique, militaire, tribale, qui aujourd'hui a atteint le stade suprême parce qu'il s'est clanisé, il est devenu autour d'un clan, autour d'une famille et autour d'une personne. Et c'est là où le danger dans lequel plonge notre pays. Lorsque commence le mouvement des 13, 14, 15 août, les officiers les plus en vue dans l'armée, au grade les plus élevés, étaient des sudistes. Moussa Bakani, lorsque ils apprennent par les réactions des gendarmes face aux manifestants qu'il y avait 3 morts, ils sont partis, Mouchaka, avec Moussa Bakani, sont partis dire au président Youlou, président, il faut faire quelque chose parce qu'on comptabilise déjà 3 morts. Et Youlou de réagir dit, dans ce cas, je démissionne. Je démissionne. Mais ça a été mal interprété par les populations du pôle, que c'est Mouchaka et Moussa Bakani qui ont fait partir Youlou. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des officiers du Nord peuvent aller avoir le courage patriotique d'officiers d'aller dire, Monsieur Sassou, il y a trop de dégâts dans le pays, nous vous prions de dégager le plancher. Politiser un militaire, celui donner la conscience. Celui donner la conscience de classe des opprimés, afin qu'ils défendent le pays, qu'ils défendent la majorité du peuple, et non qu'ils défendent des individus comme cela se passe chez nous. Nous regardons aussi l'exemple du Burkina Faso. Le travail extraordinaire qu'a eu à faire notre jeune frère Thomas Sankara. Comment il est arrivé à être l'exemple. Il est mort, assassiné. Mais on a vu après comment est-ce que le peuple, à l'image de la politisation que Thomas Sankara avait introduite dans l'armée, comment aujourd'hui le peuple de Burkina Faso, appuyé par son peuple, s'est levé pour sa souveraineté et son indépendance. Ravi de vous retrouver sur Télar TV, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui portera essentiellement sur les événements du 22 février 1972 au Congo-Brazzaville qui aboutiront à l'assassinat du lieutenant Ange Diawara et ses compagnons en avril 1973. On en parle aujourd'hui avec le docteur Alex Ibakanzabana, 78 ans, acteur de la société civile congolaise. Bonjour, docteur Alex, et merci d'être avec nous sur Télar TV. Bonjour, Perrin, merci de m'avoir invité. En tout cas, merci, docteur Alex Ibakanzabana. Avant d'aborder les événements du 22 février 1972 au Congo-Brazzaville, comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu, pourriez-vous nous rappeler qui était Ange Diawara pour vous et comment l'aviez-vous rencontré? Et merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez pour éclaircir. Il y a beaucoup de pages sombres de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, 52 ans après l'action du 22 février 1972, il est temps d'apporter la lumière sur certains actes
qui ont été posées dans notre pays. Vous voulez dire que l'histoire que nous avions apprise, c'est une histoire tronquée, c'est l'histoire écrite par le vainqueur, c'est ça? Mais c'est toujours le vainqueur qui porte sa touche sur l'histoire afin de justifier ses actes criminels. D'un point de vue historique, l'histoire de notre pays est parsemée de beaucoup de violences. Depuis 1959, et cela est allé crescendo jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous me demandez comment est-ce que les chemins se sont croisés entre non seulement Ange Diawara Bidjé, mais les autres dirigeants de la jeunesse de l'époque. Diawara Ange Bidjé était membre du comité national de l'association scolaire du Congo. Il était à ce moment au lycée Savona de Brazza, où, après avoir passé son bac, il s'est inscrit à la FESAC, ce qu'on appelait CSB, en sciences éco. Moi, j'étais le président du bureau de l'ASCO du collège Nganga Edouard. Diawara Bidjé et moi, nous avons une différence de 2 ans. Ça, c'est au niveau de l'ASCO. L'ASCO étant un mouvement scolaire pour la défense des intérêts des élèves et des étudiants, j'ai milité aussi à l'Union de la jeunesse congolaise que dirigeait... Et l'ASCO dont vous faites état était un mouvement national ou bien C'était un mouvement justement national départemental? dirigé par Mantello. Et j'étais en même temps membre de l'Union de la jeunesse congolaise dirigée par Matsika. Et au niveau de la fédération de Brazzaville, il y avait celle de Potopoto Wenze et celle de Bakongo Makelekele. Et c'est au niveau de l'Union de la jeunesse congolaise que j'ai pu faire la connaissance de beaucoup de camarades qui évoluaient à Bakongo, dont Prosper Matumpampolo, Ballo Santari Beloz, Nganga Mungwa, Moutsila Serge Benoît, et au niveau de la fédération de Wenze Potopoto, il y avait les camarades Boukambu Gérard, Ounounu Félix, il y avait Yako Massembo. De tout ce monde-là, apparemment, vous avez eu des relations un peu beaucoup plus étroites avec Ange Diawara, c'est ce que je sens comprendre. Oui, mais c'est que ces deux organisations de la jeunesse, l'une étant politique, l'UJC, et l'autre étant un syndicat scolaire des élèves et étudiants, lorsque nous arrivons au 13, 14 et 15 août, ce qu'on appelait la révolution socialiste. Pour nous, c'était une révolution populaire et démocratique. Le niveau de compréhension ne pouvait pas être le même parce que les uns et les autres n'évoluaient pas dans le même sillage. Et lorsque vous dites les autres, à qui faites-vous allusion? Les autres, lesquels? Mais il y avait l'Union de la jeunesse catholique. Il y avait l'Union de la jeunesse protestante. Il y avait l'Union de la jeunesse salutiste, kimbanguiste. Lorsque arrive le mouvement de 13, 14, 15 août, pour défendre ce que nous considérons comme un mouvement révolutionnaire,
il fallait l'unité de la jeunesse. Toutes les organisations des jeunes se sont réunies et on a commencé par les quartiers jeunesse. Les quartiers jeunesse ont évolué pour devenir la jeunesse du mouvement national de la révolution après la création du MNR. Vous pouvez donc vous rendre compte que le MNR était un rassemblement de toutes les forces qui avaient participé au mouvement du 13, 14, 15 août. La preuve en est, le président Massama Deba était protestant. Il y avait des jeunes venus de France, les Noumazalaï, les Pascal Issouba, et ceux venus de l'Union soviétique de l'époque, Ndala Graï et Jean-Baptiste Lunda, qui ont, par leur connaissance et leur affirmation comme hommes de gauche, ont effectivement été porteurs d'un message nouveau pour notre pays. Oui, mais, docteur Alex Ibakanzabana, pour qu'on aille un peu plus vite, parce que le temps aussi risquera de nous presser. Alors, il y a eu après un bras de fer entre, bien entendu, le président Massamba Deba et, disons, les officiers qui étaient conduits, bien entendu, par Mariam Gwabi. Et curieusement, Diawara va opter pour le second camp. Son ralliement, on nous apprend d'ailleurs que son ralliement va permettre de désamorcer l'affrontement entre la défense civile des pro-Massamba Deba et l'armée. Oui, il y a des éléments d'appréciation que je dois porter. Après le mouvement du 13, 14, 15 août, où l'armée était restée neutre, mais qui se préparait pour des actes futurs, lorsque la jeunesse s'est organisée, on a formé le premier bataillon qu'on appelait le bataillon paramilitaire. Moi, j'étais de ce premier bataillon et de la première compagnie qui était dirigée par le sous-lieutenant Kouma. Et mon chef de section était le sergent-chef Matumona. Oui, mais de la jeunesse estudiantine, vous vous retrouvez à l'armée. Comment s'est fait cette mutation? Ce n'était pas l'armée, on nous appelait les paramilitaires. Parce que lorsqu'il y a action, il y a réaction. Les forces de droite n'ont pas apprécié par rapport à l'évolution dans laquelle s'était engagé le mouvement populaire de 13, 14 et 15 août, il a commencé à avoir des attaques. Et comme l'armée néocoloniale ne pouvait pas défendre les idéaux progressistes parce que la plupart des officiers qui composaient cette armée étaient ceux qui sont venus de l'armée française néocoloniale et étaient composés des anciens sous-officiers et officiers qui ont fait la guerre en Indochine, qui ont fait la guerre en Algérie, qui ont fait la guerre au Cameroun. Et pour contrecarrer les tentatives de cette armée néocoloniale, la direction de la GMNR, de concert avec le MNR, ont pensé qu'il fallait un contrepoids. Et ce contrepoids a été l'institution de la jeunesse paramilitaire. Lorsque le premier bataillon, nous avons passé
notre brevet militaire, nous étions les premiers au Congo à manipuler les PMAK, alors que l'armée néocoloniale n'avait que des MAS 36. Et nous avons fait une démonstration de force le premier anniversaire du mouvement du 13, 14 et 15 août. Nous avons défilé à la place de la gare. Les tensions donc sont allées crescendo entre l'armée néocoloniale et les jeunes de la GMNR. Lorsqu'on a formé le premier bataillon, dans lequel se trouvaient aussi des dirigeants de la jeunesse comme Matum Pampolo, le deuxième bataillon a été celui dont on fait partie les Anges Diawara. Mais le deuxième bataillon avec Ange Diawara, par la capacité d'organisation de Ange Diawara, il a supplanté ceux qui étaient du premier bataillon et il en est devenu le leader incontesté. Et c'est comme ça, cette réserve des paramilitaires qui a constitué ce qui deviendra la défense nationale, la défense civile, qui a été créée par le président Massama Deba par un décret présidentiel en nommant Dacosta commandant du corps national de la défense civile. Et c'est là où les gens confondent. Il ne faut pas faire un parallélisme entre la création du corps national de la défense civile par un décret présidentiel et les milices qui se sont constituées au Congo à la suite des divergences sociopolitiques qui se sont succédées à l'époque. Alors, lorsque vous parlez des milices, les milices qui se sont constituées après, c'était quelles milices, hein? Mais que ce soit les Cobras, les Ninjas, les Cocoy, mais ce sont des milices de partis. Alors que le corps national de la défense civile a été créé par un décret présidentiel. C'était donc pas une milice d'un parti, mais c'était un contre-pouvoir de l'État. Parce que, n'oubliez pas, lorsque le président Massama Deba se retrouvera à une conférence de l'OCAM à Madagascar, les militaires tenteront un coup d'État. Mais grâce à la présence de la défense civile, ce coup d'État a été un échec. Et ce coup d'État a été dirigé par Marien Ngouabi, les Yombi Opango et Sassou Deni. Donc, les divergences sont allées crescendo au sein du pays. Et la personnalité de Ange Diawara, parallèlement à l'évolution de la GMNR Défense civile, lorsqu'il y a eu le premier congrès de la jeunesse de la GMNR qui a échoué, le président Massama Deba prendra un autre décret et une autre mesure politique en nommant Diawara président de la GMNR et commandant de la défense nationale. Civile. Civile. Si le premier commandant était Dacosta, le deuxième commandant de la défense civile a été Ange Diawara Bidji. Oui, mais on va d'abord ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de la GMNR, parce qu'il y a eu aussi une GMNR qui a fait parler d'elle, mais vraiment pas dans le bon sens, avec des exactions politiques, des crimes, des viols, des assassinats, des enlèvements. Est-ce que c'est de cette GMNR dont le lieutenant Diawara était le commandant ou c'est une autre dérivée?
Et merci beaucoup, Monsieur Perrin. Mais c'est là où naît toute la confusion, le saupoudrage. On a voulu salir la GMNR. La GMNR est un mouvement issu d'un mouvement populaire. Et on ne peut pas faire ce genre de mouvement sans qu'il y ait de la casse. Tout le monde était GMNR, catholique, protestant, kimbanguiste, les athées, venus de divers horizons. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait eu des éléments incontrôlés. Lorsque, après le coup d'État, manquait des militaires, des tendances ont commencé à naître, non seulement au sein du MNR, mais aussi au sein de la GMNR Défense civile. Là, nous évoluons. C'est pour parvenir à l'éruption des militaires dits progressistes au sein de l'appareil politique. Les jeunes qui étaient assez avancés, qui étaient dans la GMNR et la défense civile pour défendre les idéaux révolutionnaires, n'avaient pas de parti pris. Et ces jeunes étaient dirigés par ceux qui étaient les éléments les plus avancés, les Ange Diawara, Matum Pampolo, les Ikoko, les Camille Bongo, Atondi Momonjole Kas. Lorsque nous arrivons à la veille du 31 juillet, le travail de sabotage a commencé dans deux camps. Le camp des officiers du Nord et le camp de ceux qui se sont constitués autour des débats. Il faut bien me suivre ce que je dis. Et une partie de la GMNR Défense civile, dont l'appartenance était dans la partie septentrionale de notre pays, a quitté les camps, les différents camps de la défense civile pour se retrouver du côté des officiers du Nord. Une autre partie dont l'appartenance était dans le pool a quitté aussi la défense civile en prenant les armes qui étaient à la météo et au ministère de l'Intérieur que dirigeait Feu André Ombessa pour les amener dans le sud pour une probable action ultérieure. C'est lorsque commencent les brouilles entre l'armée et la défense civile que des convois ont été arrêtés par la GMNR légaliste, parce qu'il y avait dans la GMNR, dans la défense civile, le groupe constitué autour de Castro et Mabouaka, qui pour eux, ils ne défendaient pas la révolution, mais ils défendaient le pouvoir de Massama Deba sur des bases de l'appartenance tribale. Ce sont ces groupes qui faisaient des actions. Mais comme on avait les mêmes tenues, on avait les mêmes véhicules, mais le commun des mortels ne pouvait pas faire la différence si c'était la GMNR légaliste ou le groupe de Mabouaka et Castro. Oui, Et mais après, pourquoi on on a est, laissé, évidemment, pourquoi on a laissé évoluer ce groupe-là qui, entre guillemets, était en train de dévier? Pourquoi on a laissé? mais Pourquoi on ça, n'avait pas carrément arrêté? c'était au président Massama Deba de porter la réponse. Et une des actions qui a fait date, c'est lorsque ce groupe a confondu Marien Gwabi avec un joueur de Kara. Ils avaient la même voiture. On a tiré sur le véhicule en pensant que c'était
le capitaine Marien Ngouabi qui était à l'intérieur. Or, c'était le joueur de Kara qui appartenait à la communauté Teke. Et les gens ont pris le corps, ils l'ont amené jusqu'à la présidence chez Massama Deba. Alors, dans cette poussée, lorsque éclate le mouvement du 31 juillet par les militaires dits progressistes, les dirigeants restaient fidèles au mouvement de 13, 14 et 15 août. Donc, les Diawara, les Matumpa, les Ikoko, ils étaient pris entre deux feux. D'un côté, les militaires qui se disaient progressistes, et de l'autre, ceux qui étaient du groupe de Mabouaka et Kasro. Mais contre qui? Les Diawara, les Matumpa, les Ikoko, les Atondi, et les Camille Bongo, avec le reste de la jeunesse et de la défense civile qui étaient restés fidèles, devaient se battre. Donc, c'était un problème de rapport de force. Or, le rapport de force faisait que ce soit les militaires, parce qu'ils étaient un corps constitué face à la défense civile géménaire qui était déjà divisée et face au groupe de Mabouaka et Castro. Donc, oui, mais dans tout cela, donc, puisque nous parlons aujourd'hui de Ange Diawara, quelle était la posture de Ange Diawara face à cet affrontement entre l'armée et la GMNR? Il n'y a jamais eu d'affrontement direct. Les armes étaient déjà sorties du camp de la météo. Et je défie à qui que ce soit de me dire combien de morts il y a eu s'il y a eu des affrontements entre l'armée et la défense civile au camp de la météo. Quelles sont les familles qui ont perdu des enfants? Alors, donc, tout ça, c'était la désinformation. C'est la désinformation, c'est la spéculation. Les Diawara et la direction de la GMNR Défense civile de l'époque ont pris une position de neutralité parce qu'ils ne pouvaient pas combattre les militaires, parce qu'il y avait des anciens membres de la défense civile qui ont rejoint les militaires dits progressistes, et comme il y avait aussi des anciens de la GMNR Défense civile qui avaient rejoint le groupe de Mabouaka. Ils sont restés donc neutres. L'armée étant mieux organisée en tant que corps, la balance était du côté de l'armée. La neutralité du groupe resté fidèle à la révolution dirigée par Ange Diawara et ses compagnons ont fait que ce soit l'armée qui sorte vainqueur. Donc, à partir du moment où on a évité un bain de sang par l'attitude des Diawara, ce que les gens n'ont pas compris, parce que s'il y avait eu affrontement tel que je connais le système, et Bakongo aurait subi ses premiers bombardements, non en 1993, mais en 1968. Donc, cette attitude de la direction de la défense civile et de la GMNR a évité un bain de sang. Mais, lorsque les militaires font irruption en politique, la première mesure qu'ils ont prise, c'est de dissoudre la défense civile en intégrant quelques officiers, quelques dirigeants de la défense civile pour devenir des officiers dans l'armée coloniale. Et donc, c'est à ce moment-là que Ange Diawara va intégrer l'armée, c'est cela? C'est à ce moment que Diawara intègre l'armée. Mais cela n'était pas de l'avis de tous les autres membres de la défense civile et GMNR. Parce que nous pensions, certains d'entre nous, nous pensions que c'est l'armée coloniale qui devait être dissoute, prendre les éléments avancés de l'armée coloniale pour créer une nouvelle armée. Et ce qui fera que dans l'imaginaire de certains des dirigeants de la défense civile, la création de ce qu'on a dénommé armée populaire nationale, qui n'était populaire que de nom.
Parce que ceux qui avaient les rouages, qui avaient la direction des corps, étaient tous ceux de l'ancienne armée néocoloniale. Pour faire vite, donc les Diawara intègrent l'armée qui deviendra populaire et nationale populaire avec le grade de lieutenant. D'autres, les Matumpa et les autres avec le grade de sous-lieutenant. Les Nzambila, les Camille Bongo et autres. Mais d'autres ont refusé d'intégrer cette armée parce qu'ils nous ont combattus. Ceux qui avaient eu l'opportunité d'aller en formation à l'étranger, comme certains d'entre nous, d'autres sont allés à Cuba, d'autres sont allés en Union soviétique, d'autres sont allés en Chine. Et lorsque nous sommes revenus en 1969, les dés étaient pipés. Et c'est là, à ce moment, qu'arrive la création du PCT, que nous avons refusé d'intégrer, alors que nos aînés, les Diawara, les Matumpa et les autres, ont été à la base de la création du PCT. Est-ce que c'est une manière de dire que finalement, Ange Diawara avait changé de camp? C'est ça? Il n'avait pas changé de camp, il croyait en ce qu'il faisait. C'était un Non, mais il a projet. changé quand même de camp parce qu'il n'était plus avec vous et que bah, il n'était plus dans votre vision, j'allais dire. Là, il change, il est devenu soldat et puis bon, il fait avec, bien sûr, l'armée. Non, 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 il faut être pragmatique. Il y avait un problème de rapport de force. C'est l'armée qui était sortie vainqueur de la situation du 31 juillet. Eux, ils étaient pris dans le piège des officiers dits progressistes. Et même là, il y a une analyse faite par les dirigeants de l'UPC de l'époque qui était à Brazzaville, qui disait que l'alliance défense civile, officiers progressistes et intellectuels révolutionnaires arrivés de France était une alliance hétéroclite. Lorsque nous avons posé le problème, parce que nous nous sommes retrouvés avec nos anciens dirigeants de la défense civile et de la GMNR, ils nous ont dit, si, en allant avec les militaires, si nous nous rendons compte que ce n'est pas ce que nous pensions, que nous nous sommes trompés, et ça c'est Ange qui le dit, on était avec Matumpa, avec Balossa, avec un adjoint de Ange Malamou, aujourd'hui décédé, et Kibaki, le propriétaire qui a hérité l'hôtel Bikoumou. Il nous a dit, le jour que nous nous rendrons compte que les militaires veulent nous biaiser, je ne demanderai pas votre autorisation pour réagir. Donc, ça c'était en 69 à la création du PCT. Nous arrivons en 70. Pendant l'année 70, le comité central est mis, le bureau politique est mis, et en mars, c'est le coup d'État de Kinganga. Les officiers de parade ont disparu des combats à la radio, et c'est Ange Diawara qui formera l'unité qui ira déloger ceux qui avaient occupé la radio nationale. C'est après les combats qu'on verra fraîchement habillés avec des gourmettes autour des bras et des chaînettes en or autour du cou, les officiers apparaître devant les caméras de télévision. Et c'était qui exactement les officiers mais qui tous sont apparus à la télévision? ceux qui paradent aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous citer les noms? Parce que lorsque vous dites ceux qui paradent aujourd'hui, ils sont nombreux. Pango, Denis Sassou, ils n'avaient pas participé au combat. C'est Diawara qui avait choisi, fait une sélection des anciens éléments de la défense civile qui étaient dans l'armée, qui étaient partis à l'assaut de la radio nationale.
et les autres sont venus parader. Le comité central donc, du PCT se réunit. Diawara est nommé aux échelons supérieurs. Il devient le commandant du bataillon d'infanterie, membre du bureau politique, commissaire politique à l'armée. En tant que commissaire politique à l'armée, Diawara commence le travail de politisation au niveau des corps. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien pour mourir. C'est là où il y aura des comités révolutionnaires au niveau de l'armée, dont la phrase qui est restée célèbre en brandissant à Marien Ngouabi, si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Donc, le comité central où... Mais ça voulait dire quoi concrètement? Vous avancez, nous te suivons, vous arrêtez, on vous pointe, vous reculez, on vous abat. Qu'est-ce que ça voulait dire, simplement? Mais ça voulait concrètement dire... Mais eux, ils étaient pour la révolution. S'il y avait des gens qui voulaient dévier, mais s'ils s'arrêtaient, on les pointait, et s'ils reculaient, on les abattait. Donc, le comité central mis en place le 31 décembre 1969 prenait des décisions pour faire avancer le pays. Mais les Diawara, qui n'étaient pas majoritaires, ils n'étaient qu'un tiers au niveau du comité central du PCT. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils étaient qu'un tiers, donc ils n'avaient pas la majorité au niveau du comité central. Mais ils faisaient passer des mesures, des résolutions pour la construction du pays. Oui, mais docteur Alex Ibakanzabana, vous ne pensez pas que ça a été une grave erreur que d'avoir politisé l'armée? Quand un homme qui a une arme, quand il a une conscience citoyenne et patriotique, parce que le militaire est d'abord un citoyen. Quand il a une oui, conscience... mais le militaire est un citoyen, c'est vrai, mais bon, ma question, comme j'ai dit, est-ce que ça n'a pas été une erreur d'avoir politisé l'armée? L'armée devrait être apolitique pour assurer, bien entendu, la défense ou la protection de la nation. Mais du moment où on a pensé politiser l'armée, de sorte qu'évidemment, parce qu'après, on va constater ce qui va arriver, ce sont des soldats qui vont commencer à prendre le pouvoir, alors que le soldat, c'est fait pour les casernes. Je ne pense pas. Ce n'est pas mon analyse. Lorsque celui qui tient une arme est politisé, sa conscience d'appartenance de classe exploitée fait qu'il a beaucoup de retenue. Ce que nous n'avons pas vu après 1973, après la mort de Ange. Les militaires s'étant retrouvés dans une oligarchie bureaucratique et militaire qui s'est tribalisée, et on a vu, au lieu de soutenir un pays, au lieu de soutenir une idéologie, au lieu de soutenir une politique de progrès, on a soutenu des hommes parce qu'on appartient à la même région d'appartenance qu'eux. Et c'était là qu'a commencé la dérive de notre pays. Oui, voilà pourquoi moi je vous posais la question, docteur Alex Ibakanzabana, et j'insiste là-dessus, le fait d'avoir politisé l'armée, ces hommes-là en armes, qui n'ont appris qu'à défendre normalement la nation, qui ont appris à aller en guerre, les hommes armés, intégrer la politique, et quand on est armé, ce n'est plus l'idéologie qui compte, ce n'est plus une vision je ne sais de quoi qui va compter. Cette fois-là, on se dit, on est fort parce que celui qui a l'arme s'estime toujours fort, en fait. Et c'est là qu'on va assister finalement à ce principe, je ne sais pas, bah, bien sûr, ça doit être encore en cours au Congo-Brazzaville, le pouvoir au bout du fusil, puisque l'armée qui devrait
rester dans les casernes, entre en politique. Et à quoi pouvait-on s'attendre encore? Mais ça dépend, monsieur le journaliste, du processus historique dans lequel on se trouve et à l'étape de l'évolution du pays. Le Congo, jusqu'à ce jour, 2023, n'est pas arrivé à constituer, à construire une nation. Le Congo, c'est un conglomérat d'ethnies et de tribus. La France, c'est la France qui a créé le Congo, le moyen Congo. Ce ne sont pas les luttes de nos ancêtres qui ont fait que le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud se retrouvent dans un processus de création d'une nation. Et les premiers dirigeants du pays, que ce soit Youlou et Opango et ceux qui les ont suivis, n'ont pas compris cela. On a fait du colmatage. Et lorsque le mouvement de 13, 14, 15 août est arrivé, mais les réformistes qui ont récupéré le mouvement, qui se sont mis à la tête de l'État, ils se sont substitués aux colons. Lorsqu'on fait un mouvement populaire, la première des choses, c'est briser l'appareil d'État existant, ce qui n'a pas été fait. Les uns et les autres se sont appropriés des postes de Premier ministre, se sont appropriés des postes de ministre dans le gouvernement, sans pour autant changer l'édifice néocolonial de l'appareil qui était en place. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'évidemment, parce qu'il y a eu quand même les pères de l'indépendance du Congo, bien entendu, qui avaient probablement une vision et qui a été trahie, bien entendu, par des soldats, s'il faut dire ainsi, Non. qui, eux, rêvaient peut-être un Congo indépendant, un Congo uni, un Congo prospère, mais dès lors que l'armée a commencé à s'intéresser à la politique, ben écoutez, tout est parti en lambeaux. Monsieur le Mais alors, journaliste. docteur. Attends, non, j'arrive, s'il vous plaît. Oui, On n'a pas épuisé le débat sur la politisation de l'armée. allez-y donc. Je veux vous citer un cas qui s'est passé au sein de la défense civile. Les gens étaient armés. Le petit frère de Ange Diawara, qui s'appelait Ibrahim, était en train de nettoyer son arme au camp avec un autre copain, un camarade de son groupe. Le camarade n'a pas eu la précaution de vider le canon. Il enlève le chargeur, mais il y avait une balle qui était restée dans le canon. Et quand il fait la manœuvre, la balle part et tue le petit frère de Diawara, Ibrahim. Tout le camp était en émoi. Il dit, ah, quand le chef viendra, ça, mon gars, toi tu es bon. Mais quand Diawara est venu, politisé, conscientisé, patriote, il a voulu d'abord savoir qu'est-ce qui s'était passé. Mais il n'a pas tué le gars. Au contraire, c'est lui qui a pris le gars, qui l'a mis sous sa protection. Est-ce qu'aujourd'hui, de tels phénomènes peuvent se passer dans notre pays avec la racaille qui a été introduite dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, avec tout ce que nous voyons comme phénomène de bébé noir? Je ne pense pas. Deuxièmement, dans le contexte, moi j'ai étudié à Cuba, mais à Cuba, quand on n'est pas politisé, on ne peut pas avoir le commandement. Il faut d'abord aimer sa patrie, être prêt à défendre son pays, parce qu'on comprend les enjeux. Et lorsque le commandant Che s'en va pour l'Afrique et pour la Bolivie, mais on a choisi, ce sont les volontaires militaires qui étaient politisés, qui ont accompagné Che, non seulement à l'Est avec les maquis lumumbistes, et qui sont partis avec lui jusqu'en Bolivie, là où il a trouvé la mort. Politiser un militaire, celui donner la conscience. Celui donner la conscience de classe des opprimés, afin qu'ils défendent le pays, qu'ils défendent la majorité du peuple, et non qu'ils défendent des individus comme cela se passe chez nous. Nous regardons aussi l'exemple du Burkina Faso. Le travail extraordinaire qu'a eu à faire notre jeune frère Thomas Sankara. Comment il est arrivé à être l'exemple. Il est mort, assassiné. Mais on a vu après comment est-ce que le peuple, à l'image de la politisation que Thomas Sankara avait introduite dans l'armée, comment aujourd'hui le peuple du Burkina Faso, appuyé par son peuple, s'est levé
pour sa souveraineté et son indépendance. C'est les deux revers de la médaille. Docteur Alex Ibakanzabana, je veux bien, mais il faudrait qu'on arrive à nuancer les choses. Être patriote, c'est une chose, défendre la nation est une chose. Et là, je suis en train de comprendre quelque chose que vous êtes en train d'expliquer, la conscience collective, bien sûr, cette conscience qui consiste à aimer sa patrie, mais il y a une différence avec les institutions. Or, dans tout ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai l'impression qu'il y a comme euh, ce système des hommes forts au détriment des institutions fortes. Et c'est ce que, à mon avis, hein, c'est un point de vue discutable d'ailleurs, j'ai l'impression que le Congo, évidemment, pour revenir dans notre cas à nous, le Congo-Brazzaville, a failli à ce niveau-là. On était dans un système qui tenait sur les hommes forts, des hommes célèbres, parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, il nous a été remonté l'information comme quoi Ange Diawara, par exemple, était devenu populaire, il était aimé par la jeunesse, et parce que c'était quelqu'un de désintéressé, par son intégrité. Là, c'est l'homme, on est en train de parler de l'homme, mais que représentaient finalement les institutions du Congo à cette époque-là? C'était quoi exactement? Parce que les noms nous ressortent. Généralement, on nous parle de Kinganga, on nous parle de Diawara, on nous parle de Sassou Nguesso, on nous parle du président Alphonse Massamba Deba, on nous parle de Yombi Opango. Les institutions en elles-mêmes, c'était quoi? C'était quoi la structure? Comment elles fonctionnaient? Et pourquoi ces hommes avaient tant de célébrité? C'était des hommes, en fait, j'allais dire, qui étaient finalement au-dessus des institutions. Je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque commence le mouvement des 13, 14, 15 août, les officiers les plus en vue dans l'armée, au grade le plus élevé, étaient des sudistes. Moussa Bakani, lorsque ils apprennent par les réactions des gendarmes face aux manifestants qu'il y avait 3 morts, ils sont partis, Mouchaka, avec Moussa Bakani, sont partis dire au président Youlou, président, il faut faire quelque chose parce qu'on comptabilise déjà 3 morts. Et Youlou de réagir dit, dans ce cas, je démissionne. Je démissionne. Mais ça a été mal interprété par les populations du pôle, que c'est Mouchaka et Moussabakani qui ont fait partir Youlou. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des officiers du Nord peuvent aller avoir le courage patriotique d'officiers d'aller dire, Monsieur Sassou, il y a trop de dégâts dans le pays, nous vous prions de dégager le plancher. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et lorsque vous parlez des institutions, que ce soit en RDC, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Tchad, au Niger, quel est le rôle de l'armée? Dès qu'il y a des escarmouches, c'est toujours la Légion étrangère française qui vient sur place pour faire le sale boulot, comme ils l'ont fait au temps de la guerre d'Algérie contre le FLN. Oui, mais c'est la preuve que le docteur Alex Ibakanzabana, pardonnez-moi, je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais j'étais en train de vouloir dire que c'est là la preuve que finalement, dans nos pays, les institutions n'ont pas fonctionné. L'armée doit faire son travail, l'exécutif doit faire son travail, le judiciaire doit faire son travail. Tout à l'heure, vous nous avez donné un exemple où le frère de Ange Diawara est voilà, décédé, en fait, mort par accident. Et qui vient régler le problème? C'est Diawara qui vient régler le problème. Où était la justice? Où était l'armée? Où étaient les autres institutions? Parce que c'est là tout le problème qu'on a en Afrique en général. Perrin, je veux vous Oui, titiller un peu. Beaucoup d'Africains sont occidentalisés. Beaucoup d'Africains sont occidentalisés. Le fait d'avoir vécu en Europe
pense que les Africains, nous devons réagir comme les Occidentaux. Et nous savons, 4 siècles d'avoir vécu avec ce monde, ce que nous ont donné et laissé comme héritage. Je ne les prends pas en exemple. Je ne suis pas ici pour parler de la politique des pays occidentaux, mais c'est pour parler sur un débat sur le 22 février et sur ce qui s'est passé dans notre pays. On pourra faire un autre débat sur la France-Afrique si vous voulez. Mais là, Ben, naturellement, docteur, alors revenons donc sur Ange Diawara. Il est déjà là soldat, vous nous avez expliqué comment il a intégré l'armée. Alors venons donc à ces événements-là du 22 février 1972. Qu'est-ce qui se passe concrètement et comment les choses vont se terminer? le 22 février est l'aboutissement des erreurs d'analyse que la gauche, toute la gauche, hein, les Noumazalaï, les Souba, les Diawara, les Mberi, hein, les Atondi, les Camille Bongo, les Kombo Machona, les Malela Soba, certains sont aujourd'hui partis, d'autres sont encore en vie, mais ce sont les erreurs d'appréciation. Parce que chacun pense que tout être humain est appelé à évoluer. Et beaucoup ont cru en certains officiers. Ils disent non, bon, le passé, c'est le passé, on va reconstruire le pays, on se met ensemble et on change de politique. Mais, hélas, on a beau mettre la farine sur le cafard, mais la poule reconnaîtrait toujours. Hein. Donc, les militaires ont accepté de faire alliance avec la partie de la défense civile qui a intégré l'armée. OK. Ils ont accepté de créer, d'intégrer certains éléments dans l'armée nationale. OK. On a débaptisé l'armée pour l'appeler Armée nationale populaire. OK. On a créé des commissariats politiques au niveau des corps. OK. On a accepté qu'on fasse la politisation. OK. Mais plus que le travail de politisation était en train de monter au niveau des corps, mais plus le statut de ces anciens officiers venus de l'armée néocoloniale, ils étaient en train de perdre le commandement. Les décisions qui étaient prises au niveau du comité central n'étaient pas appliquées. Il s'est donc constitué une oligarchie bureaucratique, militaire, sur la base tribale, qui s'est constituée autour du pouvoir pour saboter le travail qui était conçu au niveau de la conception politique et qui n'était jamais exécuté. Et les autres, les Diawara, la gauche en général, s'est retrouvée. Il faut faire le point. Bon, je sais que je vais surprendre beaucoup de gens. Il y avait 2 groupes, le groupe A et le groupe B, qui étaient à l'origine. Les putschistes, nous on les appelle les putschistes. Le 22 février a été une riposte à un autre putsch. Mais comme ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est les Diawara qu'on a présentés comme putschistes. Alors que c'était les autres, les officiers, les Sassou, les Yombi, voyant les incapacités de Ngouabi, ils ont voulu écarter tout le monde autour de Ngouabi et ils ont constitué donc ce qu'on appelle l'obimitrie, qui aujourd'hui, dans notre pays, a atteint le stade suprême, puisque l'obimitrie s'est clanisé, s'est familiarisé autour d'une seule personne. Obimitrie, vous avez dit. Obimitrie, oui. Oligarchie bureaucratique, militaire, tribale, qui aujourd'hui a atteint le stade suprême parce qu'il s'est clanisé, il est devenu autour d'un clan, autour d'une famille et autour d'une personne. Et c'est là où le danger dans lequel plonge notre pays. Donc, lorsqu'on en arrive à cette analyse, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir Diawara et ses compagnons, les Ikoko, Oluka et Bakekelo, qui nous ont laissé l'autocritique du M22, dans lequel ils ont expliqué pourquoi ils en sont arrivés là. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Mais pourquoi ce que ils je étaient vous arrivés? dis, mais quand vous prenez tout un gouvernement, brusquement, on a tous été à l'école avec tous les compatriotes et les camarades dans le jeune âge. On était à l'école ensemble,
au collège, au lycée, dans les universités, nous connaissons les capacités. Brusquement, dans notre pays, l'élite la plus élevée, la plus capable, devient dans une seule tribu. Moi, ça me pose des questions. Moi, ça me pose des questions. Au gouvernement, dans les structures, les directeurs généraux, dans les ambassades, partout, c'est les éléments issus d'une même tribu, dont on ne se rend même pas compte de la capacité du travail. Mais les Jawara avaient vu trop tôt. Ils l'ont dénoncé. Mais c'est aujourd'hui que les Congolais se rendent compte, ah, ces enfants-là, ils étaient en avance. Mais aujourd'hui, nous les avons perdus, ils ne sont plus là. Mais nous qui sommes restés, nous devons faire attention. Comment est-ce que dans un pays où il y a autant de communautés, il n'y a que la communauté dans une seule tribu où les gens sont les plus intelligents, qui sont les plus tacticiens, les plus stratèges, les plus riches, mais en même temps aussi les plus assassins. Et il faut qu'on se pose des questions. Donc, les Jawara nous ont laissé l'autocritique du M22, dont j'étais parmi les membres qui l'ont fait publier à l'Harmattan. Je suis reparti à Brazzaville avec 100 exemplaires dans mes bagages. À l'aéroport, on m'a voulu faire du chichi. Je leur ai dit, j'ai acheté, le livre n'est pas interdit au Congo. Vous me donnez l'argent correspondant, je vous donne les 100 exemplaires. Mais désolé, parce qu'à l'Harmattan, Brazzaville, le stock est déjà là. Et les gens se sont rués pour aller acheter. Et à la présidence, au ministère de la Défense, et dans le ministère, ils ont acheté. Mais ils ne l'ont jamais lu. Ils ont acheté pour que les Congolais ne puissent pas avoir accès à ce matériau. Où Jawara explique pourquoi ils en étaient arrivés là. Alors, qu'est-ce qu'il dit en substance? Qu'est-ce qu'il dit en substance? Mais que le pays va mal. Que le pays allait mal. Tout était bloqué. Et qu'il fallait faire partie les agents doubles qui étaient dans le système. Mais malheureusement, le travail n'avait pas atteint un niveau assez élevé. Et il y a eu la trahison de certains membres du groupe A et du groupe B à qui Ange faisait confiance, qui étaient infiltrés par les services secrets et qui rendaient compte au ministre de la Défense chargé de la sécurité de tout ce qui se passait dans le groupe. Et c'est là où certains individus ont eu le toupet de dire que monsieur était membre du M22. Oh là là, quelle honte, quelle honte. Notre pays a suffisamment perdu des cadres valeureux, suffisamment, les plus intègres, qui aujourd'hui dans ce gouvernement auraient pu faire le geste patriotique de Ange Jawara. L'argent que lui donnaient les forestiers, à lui, Jawara. Mais Jawara s'est dit que ce n'est pas mon argent. Ils ne me connaissaient pas. Ils me connaissent parce que je suis le ministre. Et cet argent-là, il en a construit l'immeuble qui est en face de Blanche Gomez. Je ne sais pas s'il y a un autre ministre dans ce pays-là qui peut faire un tel acte patriotique, citoyen. Jawara est mort, il n'a laissé aucune parcelle. Il est mort, il n'a laissé aucune villa. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas vivre. Il disait les autres d'abord. C'est là où il y a eu les projets pour des maisons sociaux à l'OCH, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Il fallait d'abord s'occuper des autres. Eux, ça viendrait après. Mais aujourd'hui, c'est tout pour moi et rien pour le peuple. Et nous le vivons assez, hein, visiblement. Alors donc, il va se retrouver à la tête d'un putsch, c'est ça, Oui. ce qui est reconnu aujourd'hui.
Comment ça se passe d'abord? Le mouvement de préparation n'avait pas atteint un degré. Et comme il y avait des infiltrés dans le groupe A et B qui préparaient cette action, mais les services étaient informés. Ils ont voulu faire un coup d'État en arrêtant les Diawara et consorts. Mais les Diawara aussi avaient leurs informations dans les milieux du pouvoir. Ils ont donc pris le devant. Mais malheureusement, le jour J, en dehors du bataillon d'infanterie, dont Ange Diawara était le commandant, et que le colonel Matingou était le commandant second, Ikoko était le commissaire politique, qui s'est mobilisé, qui s'est trouvé dans les rues, dans les points névralgiques. Les autres corps n'ont pas bougé, ni au GAP, ni au blindé, ni à l'artillerie, rien. Parce qu'ils étaient de connivence avec leurs parents qui étaient au pouvoir. Parce qu'on leur a dit, mais quoi, vous voulez prendre le pouvoir du Nord pour donner au Bakongo? C'est comme si Diawara était Bakongo. Les gens ne connaissent même pas la famille de Diawara. Au fait, puisque vous en faites état, qui était-il? Et il était d'où? Mais les Congolais découvrent, après le coup d'État, que Diawara était étranger. Comme ça, brusquement, oh non, c'était un étranger, c'était un Malien. Mais je voudrais bien savoir quel est le Congolais qui peut dire que ses origines, il n'y a pas dans ses origines quelqu'un issu de populations de migration. Je ne sais pas. Qui peut se vanter de le dire au Congo? Personne. Le grand-père de M. Ange Diawara Bidjé est parti de l'Afrique de l'Ouest, du Mali précisément. Il est Ah, il a rentré, le sang malien, on comprend très bien, oui. il est rentré par le nord du pays. Un autre frère est resté là-bas, dans la Likwala. Le grand-père de Ange descend à Brazzaville. Il épouse une femme de Madzia. Il met au monde le papa de Diawara. Le papa de Diawara épouse une femme de Goma Tsetse. Et il met au monde Diawara. En quoi Diawara est-il étranger? En quoi est-il malien? Dites-moi un peu. Moi, je suis scientifique, je fais biologie. Quel est le pourcentage de sang, de l'ADN qui était en Ange Diawara? Il a occupé de hautes fonctions. Président de la GMNR, commandant national de la défense civile, ministre, membre du bureau politique, commandant du corps de bataillon d'infanterie. Tout ça, on n'a jamais su qu'il était étranger. Mais c'est lorsqu'il pose un acte historique pour barrer la route aux criminels qu'on trouve, en mobilisant et en manipulant les populations par la radio, les meetings forcés et tout, que Diawara était un étranger. Non, soyons sérieux. Il y a de véritables étrangers qui sont là cachés dans l'ombre, mais personne n'en parle, et qui détruisent notre pays. Vous avez dit il y a des véritables étrangers qui sont là cachés dans l'ombre. Alors, on va continuer donc notre entretien. Nous étions en train de parler de Ange Diawara, alors le 22 février 1972. Vous avez dit finalement, c'est ce que j'ai semblé comprendre, c'est finalement un contre, c'est-à-dire un coup d'État contre un coup d'État. En Un fait, c'est autre ce coup, qui a... voilà, et Voilà. qui a échoué. Qui a échoué. Et après, comment ça va se passer? Parce que nous apprenons également que finalement, et contrairement à ce qu'on nous a dit à Brazzaville, que Ange Diawara avait été arrêté finalement à Kinshasa, au Zaïre, c'est-à-dire au Zaïre, l'actuel RDC. C'est bien cela. Il ne faut pas qu'on saute les étapes importantes. Oui, mais Parce que, le temps nous presse parce que à la télé, l'heure, c'est l'heure. oui, Il oui, nous faut mais bien sûr je vais aller un jouer peu sur plus le rapide. temps.
Je vais aller un peu Oui, plus rapide. oui. Ange Diawara, pour ceux qui l'ont connu, était un homme qui ne se sont jamais abattus. Mhm. Il trébuchait, il tombait, mais il se relevait toujours. Lorsque le coup, il s'est rendu compte que le coup a échoué, c'est vers 14 heures qu'il décide, il dit, moi, je ne peux pas me faire prendre comme un gamin et me faire humilier. Je continue la lutte autrement. Ceux qui sont d'accord avec moi, on part. Il y avait Ikoko, Oluka, Bakekolo et lui. Et même le Pemaka pliable que Ange a amené au maquis était le Pemaka de quelqu'un qui est encore aux côtés du pouvoir jusqu'aujourd'hui. Parti dans le pool, mais quand on est dans un combat de ce genre, l'appui le plus immédiat, c'est d'abord dans ta famille. Il se retrouve donc sur le territoire de sa maman, à Goma Tsetse. Et ils se mettent à réfléchir. Et c'est là où ils ont d'abord écrit l'autocritique du M22, qu'ils sont fait diffuser en manuscrit sur le manteau à Brazzaville et dans les diasporas. Il y a des gens qui, en lisant l'autocritique, ont vu la justesse des analyses et ont intégré ce qui est devenu le M22. Lorsque le M22 est créé, donc le maquis, lorsque les structures de maquis sont créées, il y a d'abord le foyer du maquis lui-même en forêt. Il y a le comité de liaison qui était à Brazzaville, et puis il y avait le comité de soutien à l'extérieur. Il y avait les trois structures. Mais tout ce qu'on avait arrêté, les Noumazala, les Dalagra, les Kabibongo, les Mundelengolo, tout cela, ils étaient en prison. Ils n'ont pas fait partie des structures, ni du foyer du maquis, ni du comité de liaison au niveau de Brazzaville, et encore moins au niveau du comité de soutien extérieur, puisqu'ils étaient en prison. Ils ne sont sortis de prison qu'à la mort d'Ange Diawara. À quelle structure du M22 ils ont appartenu? Bon, on ne peut pas s'autoproclamer militant d'un parti si on n'appartient pas aux structures de ce parti. Diawara va au maquis et il se passe ce qui se passe. Comme j'ai dit que le maquis n'était pas préparé. Et effectivement, il y a eu des difficultés. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont partis au maquis, mais il n'y avait pas d'armes. Et Diawara, donc, les contacts que le comité extérieur avait pris faisaient que Diawara se retrouve en RDC de Mobutu, au Zaïre de l'époque, pour des contacts. Le premier voyage, ça a marché, et le deuxième voyage, entre-temps, au Zaïre, contre Mobutu, il y avait des officiers qui avaient fait un coup d'État contre Mobutu, qui se sont repliés à Brazzaville en exil. Et donc, il y a eu comme un échange, finalement. Et quand on y va pour la deuxième fois, mais ils se font choper. Ils sont arrêtés et ils sont remis Vivant. aux autorités de Brazzaville, les pieds et les mains liés, mais vivants. Vivants. Les témoignages sont là poignants de ceux qui l'ont vu débarquer à Brazzaville. Quand ils ont informé et la famille et les réseaux, c'était déjà trop tard. Les criminels C'était s'étaient déjà passé à l'acte. acharnés comme des charognards sur eux. Parce que le 16 mars 1973, c'était la première arrestation et la première victime en la personne de Pierre Oluka, de sergent-chef Pierre Oluka. Il était couillou. Il ne connaissait pas le pool. Il était en mission, mais malheureusement, ne connaissant pas le pool, il est tombé sur une patrouille de l'armée. Et il a été exécuté au cimetière de la Tchémie. Sa tombe est là. Je la connais puisque c'est moi qui ai fait construire les tombes de nos camarades. Ça, c'est le 16 mars.
Le 21 avril, lorsque on ramène de Kinshasa Ange, Ikoko, Bakekelo et les autres, c'est le 16 avril. Le 21 avril, on tue donc Ikoko et Bakekelo et les autres qui étaient avec eux. Malgré qu'ils étaient inoffensifs. Mais c'est ça le système. Mais vous avez dit, on les a ramenés pieds et mains liés, donc on suppose qu'ils étaient plus, voilà, ils étaient inoffensifs. Et pourquoi est-ce qu'on devait procéder à ces assassinats, par exemple? C'est juste une parenthèse. Ikoko étant à quoi? Ikoko est à quoi? Parce qu'il est de la ville de Makwapenda, au nord, à côté de Wando et plus au nord par rapport à Bunji. Parce que la terre de Mboshi, c'est Bunji. Oyo, c'est une fabrication de Yulu avec les Tembe Ambili. Oyo était un petit campement de pêcheurs. On a voulu d'abord instrumentaliser Ikoko, le désolidariser de son camarade de combat Diawara. Il dit voilà, bon, lui, il t'a trompé, il faut faire une déclaration pour que tu puisses te désolidariser de lui pour qu'il soit la seule victime. Et Ikoko refuse. Il dit je suis suffisamment adulte, mûr, responsable. Je me suis engagé dans ce combat parce que je suis convaincu. Et comme il n'a pas voulu collaborer, on l'a tué, le premier, avec Bakekolo. Le 23, toujours ces manipulateurs-là. Monsieur Perret, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Il faut avoir été dans leur géole pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. On y arrivera tout à l'heure, là, vers la fin de l'émission. Et donc, oui, Et vous nous parlez on de... dit à Diawara, ah, mais, hey, camarade, parce qu'on l'appelait toujours camarade jusqu'avant sa mort. Hein. Il dit, camarade, vous voyez, Ikoko a tout accepté, il a tout avoué. Bon, c'est maintenant vous, on va appeler la radio, la télévision, vous allez faire une déclaration que vous vous êtes trompé. Bon. Mais ils oubliaient que Ikoko était un enfant dont les capacités étaient différentes des autres. Et que Diawara, ayant vécu dans le quartier Potopoto, comprenait Mboshi, Kouyou, à quoi? Donc, comme c'était des salles à côté, des cellules à côté, quand Ikoko, dans son dernier souffle, il crie Mangewe, il dit maman, je suis mort. Mais Ange Diawara écoute, c'est un enfant de Potopoto. On n'a pas besoin d'avoir fait l'école à Oyo pour apprendre à comprendre ces paroles. Et quand on veut donc chercher à manipuler Ange, il refuse. Et on le tue. Quand on les tue, ils étaient devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il fallait faire de corps? Et c'est là où... Et oui, mais pardon, docteur Alex Ibakanzabana, qui les tue et sur ordre de qui? Ah, mais voilà. Mais c'est là la force de l'oligarchie bureaucratique. Ngwabi était quelqu'un qui était limité. Il n'avait pas la maîtrise de son pouvoir. Derrière, il y avait Yombi et il y avait Denis Sassou. Quand Ngwabi, on informe Ngwabi que les Ikoko, les Diawara qu'on a ramenés de Kinshasa sont morts, Ngwabi se désolidarise. Il dit, moi, je ne vous ai pas dit qu'il fallait les tuer. Vous vous débrouillez. Et que se serait-il donc passé? Ils sont arrivés vivants. Pourquoi est-ce que les autres ont précipité de les tuer et pour que Ngwabi dise je ne vous ai pas demandé de... Mais pourquoi Ngwabi ne connaissent pas la vérité? Que c'était un plan qui était concocté depuis des années, puisque certains étaient des agents de la CIA, certains étaient des agents du service de renseignement français, mais ils avaient des agendas que Ngwabi ne connaissait pas. Dans sa naïveté, il s'est fait basculer dans le giron de l'obimitrie. Et quand il en arrive là, il dit, moi, c'est pas mon problème. Donc, ils ont concocté un plan. Ils ont pris les corps, nuitamment, ils les ont amenés à Maïtoukou. Et ils se sont mis à tirer jusqu'à
en l'air jusque dans la matinée pour que les Pour faire populations, croire aux pour faire gens que croire aux populations qu'il y a eu de combat entre l'armée et les guérilleros dirigés par Ange Dawara et qui sont tous morts. Et on le met dans le véhicule et on le fait traverser la région du pôle jusqu'à Brazzaville, Makele Keleba, Congo, en appelant les gens d'aller au stade. oui, avant d'arriver au stade, est-ce que Mariam Gwabi avait vu Ange Diawara vivant avant même qu'il ne soit exécuté? Il l'a vu. Puisqu'il a dit que camarade, il n'y a pas de problème, ce sont des erreurs qui arrivent. Bon, mais il faut, il faut que tu prennes ton courage de reconnaître que vous êtes trompé d'analyse. Et dans Ça, le groupe, c'est Ngwabi qui dit cela à Ange Diawara. eh oui, et dans le groupe, il y avait des jeunes officiers qui venaient de rentrer de formation, ils étaient encore aspirants. Ils sont là à Brazzaville. Ils ont assisté. Ce sont des témoins. Un jour, ils apporteront leur témoignage parce qu'ils ont peur. Moi, aujourd'hui, je peux parler parce que j'ai atteint notre degré de sacrifice suprême. Avec tout ce que j'ai déjà subi, je n'ai plus peur de mourir. Au moins dire la vérité, que le peuple sache. Et donc, on les amène au Side des Boués. Ngwabi, reconforté par les cris de guerre de la victoire de ses partisans, mais joue le jeu. Joue le jeu. Qui sont morts au maquis, on les a tués, patati patata. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il était aussi en train de signer son arrêt de mort. Qui Kadidi est éliminé. Le groupe de Diawara éliminé qui pouvait faire le rempart. Mais il ne restait que ceux qui en voulaient Et au donc, pouvoir. lui aussi était dans le programme Mais il voilà, était dans le programme des autres. des éliminations. Mais Il était dans le programme. voilà, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on connaît exactement qui a tiré sur Diawara, sur Ange Diawara? Bon, vous savez, moi, à mon âge, les rumeurs, je ne les aime pas. Je n'étais pas présent. Il y a certains qui ont dit que c'est M. Denis Sassou qui avait pris son PA et qui a tiré sur Ange. Mais les témoins, là, ils sont là vivants encore au pays. Ils parleront un jour. C'est à cause de ça, l'histoire de notre pays est mal connue. Parce que les protagonistes ne parlent pas. Et c'est à cause de ça, le peuple ne peut même pas faire le deuil. C'est à cause de ça, on ne peut même pas nous comprendre, nous pardonner pour continuer la construction de la nation. Il y a trop de frustration basée sur le mensonge, sur la manipulation des uns et des autres. Alors donc tout à l'heure vous disiez que Kinshasa a livré donc Ange Diawara vivant, ligoté bien entendu, et donc Ange Diawara et ses compagnons bien entendu seront exécutés à Brazzaville même par À voilà, Brazzaville. un groupe. Voilà. Et le président Mariam Gwabi se dira, bah, écoutez, je ne vous avais pas demandé, je ne vous ai pas demandé de les assassiner, mais bref, après, bon, il sera bien obligé ben, de rallier parce que finalement, sinon après, on pourrait aussi l'accuser de toute autre chose. Mais après, on nous dit que ces dépouilles ont été exhibées au stade de la Révolution. Oui, Comment ça s'est passé? mais c'est vrai. Et pourquoi? Mais depuis Maïtoukou, on les a mis dans les véhicules militaires non bâchés. Et les images circulent. Ça a circulé dans les réseaux sociaux, ça a circulé partout, où Diawara était mutilé. Les veines coupées au niveau de l'avant-bras, du poignet, des genoux et des chevilles, mutilées. Et il y avait même un militaire qui lui tenait la tête dans une des photos. Mais ce qui est douloureux, c'est qu'il y a des parents de Ange qui ont vu le véhicule passer. Quel véhicule? Mais le véhicule des militaires avec les corps qui partaient au stade. Lorsque l'exposition au stade, mais c'est à cause de ça, ce stade est maudit. Tant que les Congolais ne feront pas les cérémonies
des morts pour nettoyer tout le sang, l'esprit de tous ceux qui sont morts pour ce pays, le pays-là n'avancera pas. Ça contrat, le combat doit être multiforme. Il doit être spirituel, il doit être politique, il doit être social, il doit être financier, dans tous ces aspects, pour débarrasser le Congo de la vermine. Et lorsqu'on finit, on les amène donc au cimetière de la Tchémé, retraverser, pour traumatiser, donc on a déjà traumatisé les populations de Bakongo et Makelekele. Il fallait maintenant que les populations de Wenze, Mungali, Kalangai, qui étaient en construction, puissent voir la dépouille pour dire que voilà, ils sont morts. Et on arrive, on les jette comme des sacs de poubelle dans des fosses communes. Donc, il y a la fosse personnelle de Oluka. Il y a une première fosse des Malonga avec les Voisakasa qui était l'oncle de Diawara, du côté maternel. Et la troisième fosse, la plus grande, c'est là où il y a les Zikoko, le Bakekolo, les Anges. Et nous, en tant que fidèles, moi, je n'étais pas putschiste du 22 février, mais je me réclame, je suis du M22, parce que j'étais dans une des structures du M22. Nous avons rendu hommage à nos camarades. De un, en sécurisant leur tombe, parce que le pouvoir voulait récupérer les os de Diawara, comme Diawara était le premier à être jeté dans la fosse, donc son corps était le dernier. Quand on a eu l'information, on a sécurisé, on a mis les dalles et on a construit les tombes. Deux, nous avons fait publier l'autocritique du M22 qui est devenu leur testament politique. Trois, Matumpa n'a pas de tombe. Et le 22 février, personnellement, je me rendais à Pointe-Noire pour jeter des fleurs en hommage à Matumpa la mère. Nous sommes restés les fidèles. Aujourd'hui, on a pris de l'âge. Il faut que les jeunes générations connaissent la véritable histoire à réécrire de notre pays. Celle que nous connaissons, il y a des jeunes qui ne connaissent qu'un seul système depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les historiens reprennent le matériau que les Anges Diawara ont laissé, qu'ils en fassent l'expertise pour connaître la vérité, écrire la véritable histoire de notre pays. Il y a eu trop de frustration, des innocents qui sont morts. Et en ce 22 février 2023, je rends honneur et hommage. Salut, commandant. Voilà, merci docteur Alex Ibaka Nzabana de nous avoir conté cette histoire. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile congolaise. En tout cas, merci d'avoir été encore avec nous sur ce plateau de Telar TV. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous prie donc de liker et de partager nos émissions pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et nous permettre de parfaire évidemment notre référencement au niveau des réseaux sociaux YouTube comme Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. C'est en cela que vous allez nous aider et contribuer bien entendu à l'activité que nous menons dans le cadre bien sûr de la vulgarisation de l'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.